Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Histoire de vin. C'est la 3e saison, et je m'excuse du retard qu'a pris sa sortie, mais depuis un an, j'ai dû consacrer beaucoup de temps à un projet académique dont je vous reparlerai peut-être dans un autre épisode. Cette nouvelle saison sera dans la continuité des précédentes, avec des découvertes, des portraits, des histoires surprenantes et bien sûr, de nouvelles affaires criminelles qui ont ébranlé le monde du vin. J'espère que ces nouveaux récits vous plairont et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur votre appli de podcast ou sur la chaîne YouTube. Et si vous découvrez les podcasts, les 2 premières saisons sont toujours disponibles gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. L'histoire d'aujourd'hui remonte à 20 ans. Et si elle est peu connue en Europe, elle a profondément marqué la première région viticole des États-Unis, la Californie. C'est une histoire de cupidité et de mensonge qui trouvera son épilogue dans une catastrophe qui aurait pu être un véritable drame et va marquer la région pour longtemps. Cette histoire, je l'ai écrite à partir du travail remarquable fait par la journaliste américaine Frances Dinkelspiel. Et je me suis inspiré de ses articles dans le San Francisco Chronicle de l'époque, ainsi que de son livre Tangled Vines, publié en 2015 chez St. Martin's Press. Voici donc l'histoire de l'escroc du Golden Gate. Vous connaissez la baie de San Francisco ? C'est un endroit magnifique. Une grande rade d'un bleu profond, nichée entre les montagnes de Sonoma au nord et de Santa Cruz au sud, qui baigne l'une des plus grandes agglomérations des États-Unis avec ses 9 millions d'habitants. C'est Oakland et la célèbre université de Berkeley, les vignobles de Napa et de Sonoma, la Silicon Valley au sud avec Palo Alto, Stanford ou Cupertino, ou encore le rocher d'Alcatraz et sa tristement célèbre prison à moins de 2 km des jetées de San Francisco où viennent se promener les touristes. Et surtout, c'est une porte sur l'océan Pacifique gardée par l'un des monuments les plus célèbres du monde, le Golden Gate Bridge. Et c'est dans ce décor de série télé que je vous emmène aujourd'hui, un matin d'octobre 2005, à St. Helena, dans le nord de la Napa Valley. Ça fait des semaines que Ted Hall est sur la brèche. Entre les vendanges qui se terminent et les fermentations du nouveau millésime à surveiller, le propriétaire du Long Meadow Ranch va enfin pouvoir souffler un peu quand le téléphone sonne. C'est son directeur financier. « Ted, c'est la merde! On vient de me prévenir qu'il y a un incendie à l'entrepôt. Il faut absolument que tu y ailles tout de suite! »« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces conneries? »« C'est pas une blague, Ted. Je te dis que l'entrepôt est en feu. Tout est en train de brûler. Vas-y, maintenant !» Sans perdre un instant, Hall se jette dans son Range Rover et démarre en trombe sur la Highway 29, direction Valero, à 40 km au sud. C'est là où sont gardés les vins, toute la production du domaine. Dans la Napa Valley, le terrain vaut très cher, et la plupart des propriétés construites ces 50 dernières années n'ont pas de cave à proprement parler. Elles disposent d'un chai à barriques et d'un peu d'espace de stockage, mais pas assez pour toute la production. C'est pourquoi beaucoup de vignerons gardent leur vin dans des entrepôts logistiques un peu en dehors du vignoble, là où cela coûte moins cher. Alors si l'entrepôt est en flammes, c'est toute la production et la collection de vieux millésimes du Long Meadow Ranch qui est menacée, et avec elle, celle de nombreux autres producteurs. Ce serait une véritable catastrophe, et à mesure qu'il se rapproche de Valero, c'est avec anxiété que Ted Hall voit grandir un épais panache de fumée noire dans le ciel californien. Quand il arrive sur place, c'est déjà trop tard. Le bâtiment, construit à l'origine pour stocker les munitions de la marine américaine, grand comme 2 terrains de football avec des murs d'1 mètre d'épaisseur, est ravagé par des flammes gigantesques que les pompiers mettront plus de 8 heures à maîtriser. Et quand le vent a enfin fini d'attiser les dernières braises qui emplissent l'air d'une odeur âcre de brûlé qui vous prend à la gorge,
il ne reste plus rien de l'entrepôt Wine Central qui, il y a quelques heures encore, abritait plus de 4,5 millions de bouteilles. Pour Ted Hall, ce sont des années de travail qui sont parties en fumée. Toute sa récolte 2022 et l'intégralité de sa collection de vieux millésimes. Mais Hall n'était pas le seul à garder ses vins chez Wine Central. Il y avait aussi d'autres grands noms de la Napa Valley, comme Beaulieu Vineyard, Sterling ou encore Nibom Coppola. En tout, plus de 90 domaines auxquels s'ajoutent 45 collectionneurs et marchands qui ont perdu plus de 250 millions de dollars de vin dans la catastrophe. Pour le monde du vin californien, le coup est terrible. Des producteurs ont littéralement tout perdu et n'ont plus de vin à vendre. Des amateurs ont vu partir en fumée des collections qu'ils avaient mis des décennies à constituer. Et pour ceux, comme Sterling Vineyards, dont les vins n'étaient pas assurés, c'est une perte nette qui se chiffre en dizaines de millions de dollars. Mais pour la journaliste Frances Dinkelspiel, qui a longuement enquêté sur cette affaire, c'est encore plus que ça. C'est toute une mémoire qui a été perdue. Depuis des années, elle conservait dans cet entrepôt un trésor familial. 175 bouteilles du vin de sa famille, remontant à 1875 et qui ont été détruites dans l'incendie. C'est son aïeul qui avait élaboré ces bouteilles d'un vin fortifié un peu à la manière d'un Porto, à partir de vignes plantées en 1839. À cette époque, la Californie faisait encore partie du Mexique et ne deviendrait un État de l'Union que 11 ans plus tard. Une fois l'incendie éteint, une enquête de l'ATF, le Bureau américain de contrôle des alcools, du tabac et des armes, est immédiatement diligentée et ses conclusions tombent une semaine plus tard. L'incendie n'était pas accidentel. On a délibérément mis le feu à l'entrepôt. Et dès les premières constatations, les enquêteurs ont un suspect en ligne de mire. Il s'appelle Mark Anderson. Né dans une famille bourgeoise en 1948, Mark Anderson connaît une enfance heureuse dans les banlieues aisées de San Francisco. Après le lycée, il intègre la prestigieuse université de Berkeley et suit même une formation en droit, mais qu'il abandonnera au bout de quelque temps sans jamais passer l'examen du barreau. En 1967, à 19 ans, il déménage à Sausalito, une charmante petite ville de la baie située juste en face de San Francisco, de l'autre côté du Golden Gate. Venu s'installer là pour construire et vendre des bateaux, il se fait vite une place dans la petite communauté en s'impliquant beaucoup dans la vie municipale. Il est membre de plusieurs commissions citoyennes, du Rotary Club et de la Chambre de commerce. Il co-organise le Festival des Arts de Sausalito, où il expose même parfois ses propres photographies. Et au fil du temps, il devient une figure locale. Il faut dire qu'il passe pas inaperçu, Anderson, avec ses 150 kilos, grand, costaud, toujours habillé en noir, et des longs cheveux blonds argentés un peu filasses coiffés en catogan. Il écrit même des rubriques dans des journaux locaux sous le pseudonyme de Joe Sausalito, et l'un de ses éditeurs dira de lui que c'était un homme charmant et plein de répartie. En 1999, il crée Sausalito Cellars, un entrepôt de stockage de vin. Le vin, c'est pour lui une passion qui remonte à sa jeunesse, à l'époque où il allait pique-niquer dans les vignobles de Napa avec ses copains en emmenant quelques bouteilles. Petit à petit, il découvre les vins de Bordeaux, d'Italie, de Bourgogne et commence à voyager à travers les vignobles européens. Dans les colonnes des papiers locaux, il raconte tout un tas d'histoires plus ou moins fantaisistes, de dégustations incroyables à Paris ou au pied des pyramides d'Égypte. Il aurait traversé le Sahara en chameau ou encore inventé le répondeur. Et il se vante même d'être le producteur du groupe de rock californien Iron Butterfly. Ces histoires, plus ou moins crédibles, amusent et fascinent les gens, et sa personnalité affable et bonhomme fait le reste. Bientôt, il compte parmi ses clients de nombreux restaurants et collectionneurs locaux rencontrés dans les sociétés œnologiques dont il fait partie.
il passe son temps à faire des dîners aux allures de festin dans toute la ville, à tel point qu'il a bientôt son portrait accroché dans les restaurants qu'il visite le plus souvent. Mais en 2001, la roue tourne. Derrière le notable et la figure truculente connue de toute la ville, se cache en réalité un homme aux abois financièrement. Ses affaires ne sont pas brillantes et ne lui rapportent pas grand-chose. Et surtout, il a dilapidé toute la fortune de son père en quelques années pour financer son train de vie fastueux. Alors, pour trouver de l'argent frais, il commence à se servir dans les collections de ses clients et à revendre leurs bouteilles dans leur dos. De 2001 à 2004, il revend environ 6600 bouteilles à des marchands et des maisons d'enchères pour plus de 870 000 $. Parmi ses clients, le sulfureux John Fox, autre personnage peu reluisant de ces années-là et dont je vous raconterai l'histoire dans un autre épisode. Mais certains de ses clients commencent à se méfier. Et quand un restaurateur demande à récupérer ses vins en 2003, Anderson ne lui rend que 144 caisses sur 756, en prétendant tout un tas d'excuses plus farfelues les unes que les autres, allant jusqu'à accuser le client d'avoir oublié qu'il a déjà récupéré les vins. Un autre jour, Jack Rubin, le président du chapitre local de la International Food and Wine Society, qui vient récupérer des bouteilles pour un dîner, se rend compte qu'un Jéroboam de Château Lafite Rothschild 1959, d'une valeur de 29 000 $, a disparu de son inventaire. Et un autre collectionneur a la mauvaise surprise de découvrir, une fois rentré chez lui, que dans la caisse collection qu'il avait achetée au domaine Stagslib de Napa pour plus de 600 $ et qu'il vient de rapporter des entrepôts d'Anderson, les bouteilles de Grand Cru ont été remplacées par du vin de supermarché. En septembre 2005, la police du comté a déjà reçu une dizaine de plaintes pour fraude contre Anderson. Et la pression s'intensifie avec des articles dans les journaux qui dénoncent ses agissements. Ses clients reprennent leurs vins les uns après les autres et ceux à qui il manque des bouteilles portent plainte. Écœuré par les agissements de Mark Anderson, son jeune frère Steven le dénonce même publiquement comme un escroc narcissique qui aurait volé l'argent de son propre père. Or, depuis un an, Anderson a perdu le bail de son entrepôt à Sausalito, et il a dû sous-louer un espace dans un autre entrepôt à quelques kilomètres, Wine Central à Valero. Mais très vite, il ne paye plus son loyer là-bas non plus. Et quand on le menace d'éviction, Anderson glisse aux employés qu'un vieux bâtiment comme celui-ci, avec ses murs secs et ses poutres en bois, ça risquerait de brûler facilement. Et si un incendie venait à faire disparaître son stock, il effacerait en même temps les traces des fraudes et des vols de vin pour lesquels il vient d'être inculpé. Le mercredi 12 octobre 2005, vers 11h, Anderson arrive à l'entrepôt, et une fois seul, il sort de son sac des chiffons enduits d'essence et les jette sur une pile de cartons d'emballage avant de mettre le feu avec un chalumeau. Des témoins le voient quitter les lieux, et quelques minutes plus tard, le feu a commencé à se propager dans l'entrepôt où à l'époque il n'y avait pas encore de système anti-incendie automatisé. Dans la foulée, Anderson téléphone à Debbie Polverino, la directrice de Wine Central, et c'est là qu'il réalise que dans l'entrepôt qu'il croyait vide à cette heure-là, il y a encore des gens à l'intérieur. Alors il se met à raconter qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui car il devait aller voir son père à la maison de retraite, une fable qu'il tentera d'utiliser plus tard comme alibi. Mais les enquêteurs ne s'y trompent pas, et le chien policier remontera la piste du départ de feu jusqu'au reste du stock d'Anderson, où l'on retrouvera des traces d'essence. Heureusement, tout le staff aura réussi à sortir à temps, et l'incendie ne fera aucune victime. Arrêté en 2007 et inculpé pour 19 chefs d'accusation par le juge Lawrence Carlton, Anderson invoque des raisons de santé pour échapper à la justice. Mais il finit tout de même par plaider coupable en échange d'une peine
de 15 ans de prison. Pendant les 5 années qui suivent, Anderson épuise tous les recours possibles pour repousser la sentence. Mais un juge fédéral exaspéré siffle la fin de la partie en 2012 et le condamne non plus à 15, mais à 27 ans de prison et 70,3 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jour de la sentence, le vigneron Ted Hall donne son sentiment sur cette affaire. C'était un crime contre tous les gens qui ont fait ces vins, contre leurs familles. Il nous a fallu des années pour nous relever après avoir perdu le travail de toute une vie, et je souhaite que cette sentence reflète l'ampleur du malheur qu'il a causé. Debbie Polverino, quant à elle, salue la condamnation, mais regrette que la tentative de meurtre n'ait pas été retenue. Au moment où l'incendie a commencé à se propager, nous étions encore plusieurs dans le bâtiment et il s'en est fallu de très peu que l'on se retrouve bloqué à l'intérieur. Anderson, c'est un criminel et c'est un lâche. Durant toutes les années de la procédure, Mark Anderson a continué à prétendre avoir agi de bonne foi avec ses clients et que l'incident était accidentel, niant toutes les évidences et refusant d'avouer même après avoir plaidé coupable. À Frances Dinkelspiel, qui suivait cette affaire pour le San Francisco Chronicle, il a écrit plus de 200 pages de lettres tout au long de l'instruction et du procès pour tenter de se dédouaner. En octobre 2022, Mark Anderson est libéré de prison à l'âge de 74 ans pour raison de santé. Souffrant notamment d'hypertension et de troubles respiratoires et cardiaques aigus dus à une obésité morbide, il meurt à l'hôpital universitaire de Sacramento le 13 janvier 2023. Voilà, c'était l'histoire de l'escroc du Golden Gate. Un récit que j'ai choisi pour lancer cette 3e saison du podcast Histoire de vin. J'espère qu'il vous aura plu, et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette histoire dans votre appli de podcast ou sur la chaîne YouTube. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.